Les choses qui nous entourent ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Nous estimons les comprendre, mais nous ne voyons que l'écorce qui recouvre une vérité bien plus profonde. Cette vérité est soit trop subtile et complexe, soit d'une évidence accablante, trop difficile à embrasser du regard. J'étais comme vous. J'accordais ma confiance aux journaux, aux politiques, aux pubs et aux livres d'histoire. Et un jour, le monde déverse sur vous toutes ces vérités les plus glaciales. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de voir les choses comme elles le sont vraiment. Je m'appelle Andrew Herker, et mon histoire est de celle où un mec ordinaire se voit plongé dans une situation extraordinaire. Peut-être était-ce ma destinée. Tout commençait ici. Où d'autre serait-ce passé? New York, la capitale de la planète. J'étais l'homme le plus normal qu'il puisse être. Cependant, j'avais réussi à me trouver une place confortable dans le monde du capitalisme exacerbé. Je travaillais sur une plateforme financière. Tous les jours, j'injectais de nouveaux produits dérivés dans l'organisme surexcité des marchés. Je ponctionnais chaque opération des centaines de milliers d'euros, de yens, de dollars. Je vivais aisément dans une opulence qui me satisfaisait. Je venais tout juste d'acheter un luxueux appartement au nord de Manhattan, quand la vague de froid est arrivée. Les météorologues disent que des courants marins océaniques ont poussé des vents arctiques vers une trajectoire imprévue. Ces vents qui se sont abattus sur le Canada et le nord des États-Unis ont précipité le continent en l'espace de 3 jours, dans un froid sibérien. Nous étions le 9 décembre. Dans cette région, les températures n'avaient jamais été aussi vigoureuses, depuis plus de 2 siècles, toutes saisons confondues. Beaucoup de gens sont morts. Cela dura 4 jours. Les jours qui suivirent cette micro-période polaire avaient l'aspect plus familier des sévères journées d'hiver. Les écoles et nombreux commerces étaient fermés. Les gens restaient chez eux. Il neigeait ce jeudi soir. Je me rendais chez Monsieur Han, le propriétaire d'un restaurant chinois dont j'étais devenu un habitué. J'aimais me retrouver au milieu des senteurs caractéristiques de la cuisine chinoise. Les nouilles, toutes juste sorties de l'eau bouillante et servies en accompagnement de la spécialité du restaurant, leur succulent bœuf sauce au basilic. Mais ce soir-là, rien ne serait jamais plus pareil. J'étais seul dans le restaurant, il était très tard. Je réglais ma commande et sortis dans le froid glacial. Ce mélange de vent et de neige paraissait être un blizzard qui devenait de plus en plus violent. Mais comme un coup de tonnerre, une évocation apparut à mon esprit. Au milieu des formes ineptes, je pus discerner avec une clarté surnaturelle un tracé fait de lumière. Je semblais être en pleine hallucination. Au bout de ce sentier, derrière une ruelle sordide et abandonnée, gisant au milieu d'un caniveau, au bord de la mort, gelé par le froid, une petite fille. Quand je repris mes esprits, je courus. Ma volonté me l'ordonna. Jamais je n'avais été aussi rapide. Le vent, la neige, rien n'obstruya ma foulée. Arrivé dans la petite ruelle, je vis effectivement une petite fille, agonisante dans le froid. Elle respirait à peine, mais ouvra légèrement les yeux. Je la portai et l'emmenai chez moi, à 2 blocs d'ici. Après l'avoir mise au chaud et nourrie, elle semblait être redevenue en possession de ses moyens. Émerveillé de l'endroit où elle se trouvait, ne questionnant pourtant pas sa présence ici. Une étrange énergie émanait de cette petite fille. Elle s'appelait June. Elle devait avoir 6 ans tout au plus. Je lui demandai où étaient ses parents et elle m'expliqua qu'ils étaient morts dans le froid il y a de ça 2 semaines. Tu sais que c'est dans 2 jours Noël? Je ne crois plus au Père Noël, mais je sais que c'est à Noël que le miracle arrive. L'espoir commence dans mon cœur. C'est à Noël qu'il est récompensé. Pour l'âge qu'il disait avoir, un tel langage était troublant. Réunir des concepts abstraits tels que l'espoir et d'autres concrets comme la récompense. Et légitimement, c'était vraiment troublant. Je l'ai mis dans la chambre d'amis et resté dans la salle centrale. Je me dirigeai vers mon armoire et me servis un verre de whisky, auquel j'ajoutais méthodiquement de glaçons. Je me déplaçai vers la fenêtre au rythme du cliquetis des glaçons contre le verre. Les yeux perdus dans le vague, j'observais la ville ravagée par le froid. Ces dernières semaines avaient laissé un voile silencieux qui s'opposait farouchement au tumulte habituel de la Manhattan. Tout semblait vide et mort. Et pourtant, depuis que June était arrivée, il me semblait que dans la désolation de ce paysage blanc, une énergie demeurait. Et alors que je posais mon cigario dans le cendrier et que une volute de fumée âpre s'en échappa comme s'échappant d'un feu de joie, il me semblait que, sous les cendres de cette ville abandonnée, les précieuses braises d'où jaillirait à nouveau la vie étaient cette petite fille. Des braises qu'il me fallait à tout prix protéger, et que cette mission m'était dévolue à moi, qu'il appartenait à Andrew Herker.
de préserver ces braises. Et ce, à tout prix. Je viens de recevoir un message de mon ex. Ça a l'air urgent. Même si je sais qu'il est très perturbé depuis quelques semaines et que quelque chose ne va pas, son texto reste inquiétant. S'il a retrouvé une petite fille perdue et qu'il a besoin de mon aide, c'est forcément que quelque chose d'inhabituel est arrivé. De toute façon, j'en saurais plus arrivé chez lui. Tant pis pour ma soirée. Oula! Le temps ça va pas mieux, hein? Tu vas bien, toi? J'ai trouvé ton message franchement bizarre. C'est quoi cette histoire d'enfant perdu? T'as encore des papiers à remplir ou alors t'as juste besoin d'une juriste? Parle-moi fort, tu vas la réveiller. Elle était à moitié morte de froid dans la rue. Je l'ai ramenée ici pour qu'elle mange et se repose. Attends. Et appeler la police, c'est pas la première chose qui te soit venue à l'esprit? Ses parents doivent être absolument morts d'inquiétude. T'imagines s'ils portaient plainte contre toi pour enlèvement ou séquestration? Elle n'a pas de parents. Ils sont morts pendant le gel au début du mois. Il n'y a personne ici. Il n'y a que moi. C'est ce à quoi servent la police et les orphelinats. Tu crois que tu vas faire quoi avec cette gamine, putain? Si tu n'appelles pas la police, c'est moi qui le ferai. T'as pas trouvé un oisillon tombé d'une branche. Tu ne peux pas t'approprier une petite fille parce que t'es le premier qui l'a trouvée dans la rue. T'es complètement stupide si t'es pas fou allié. Dépêche de prendre ton téléphone, on appelle la police maintenant. Peut-être était-ce le sentiment énigmatique qui éveillait en moi cette petite qui m'avait fait perdre le sens commun. Elle avait raison. Je me décidai à appeler la police, le cœur battant, avec le sentiment amer de prendre une décision que j'allais probablement regretter. Les premières tonalités du téléphone me crispaient tant. Peut-être que finalement, je ferais mieux d'expliquer à Hélène les raisons qui m'avaient réellement poussé à requérir l'enfant. Oui, allô? Oui, bonjour. Andrew Herker à l'appareil. Oui, voilà. J'ai trouvé une petite fille complètement gelée dans la rue. Elle semble dire qu'elle n'a aucune famille et... Oui, elle va mieux, oui. Elle est endormie, je l'ai recueillie chez moi. Oui, elle va bien, oui. Au Falkland Building, au nord de Manhattan. Voilà. Merci. On vous attend. Vous demanderez Monsieur Herker. Ouais, avec un H, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. À tout de suite. Au 28e étage, hein. Merci. Cela fait maintenant 1 heure qu'ils ont emmené June. Hélène est partie. Mon salon s'est depuis teinté d'une pesante et inhabituelle apathie. Les vapeurs capiteuses de mon tabac mêlées au parfum d'Hélène me font doucement basculer vers la conscience. Tandis que mon verre de whisky à moitié vide, toujours dans ma main, faisait s'éclater les lumières des décorations de la ville sur les murs de mon salon. C'est dans cet état de semi-éveil ou de semi-sommeil qu'un éclair blanc envahit l'espace et me sortit de la torpeur qui s'était emparée de moi. Cette sensation, nouvellement familière, me prit aux tripes. Dans ma vision, très nettement, je puis apercevoir le numéro 221 de la 134e rue, artère douteuse et peu fréquentable des quartiers défavorisés de la ville. En un dernier flash aveuglant, le visage d'un homme âgé d'une bonne 60aine d'années se dessina très clairement dans mon esprit. Ses cheveux étaient gras et dégarnis, et il trahissait une hygiène de vie discutable. Mon esprit ayant regagné mon enveloppe charnelle, je saisis mon manteau et descendis 4 à 4 les marches de mon immeuble. Arrivé dans la rue, j'élai un taxi. Il me déposa au 221 de la 134e rue. Le 221 de la 134e rue était une maison aux portes branlantes, une maison en ruine. Je poussai la porte, et assis là, sur un siège aux allures dévastées, le vieil homme de ma vision. Un instinct plus puissant que ma répulsion, face à sa misérable apparence et à sa rance odeur de tabac froid, me poussa à m'en approcher. Il n'était éclairé que par le léger balancement d'une lampe accrochée au plafond. Et il fallait que je me penche pour lui parler, puisque le plancher était brisé. C'était juste assez grand pour que nous puissions y tenir tous les deux. Vous êtes venu. Vous êtes enfin là. J'ai attendu et redouté votre arrivée depuis toujours. Maintenant, regardez. Notre temps arrive à un moment décisif. Le froid se renforcera. Ça, vous le savez. Votre présence est un présage qui accable de cette évidence. Car l'heure est plus avancée que vous ne le croyez. Dans le centre de l'océan, des forces maléfiques ont déjà été mises en œuvre pour modifier la face du monde. Et ce n'est que le commencement. Bientôt l'écorce terrestre sera bouleversée. Un nouvel Himalaya surgira du fond de l'océan, accueilli par des tremblements de terre colossaux qui modifieront pour toujours l'équilibre naturel. Et la civilisation humaine sera anéantie. Rares seront les survivants. L'humanité subsistera seulement si l'enfant survit. Elle est notre ultime espoir.
Elle peut ressentir en regardant le ciel que les choses vont changer. Son rôle sera de reconstruire le monde, et vous avez été choisi pour la protéger en cette fin, car elle sera mise en péril. Les spectres sont toujours là. Où se trouve-t-elle? Est-elle cachée? Est-elle en sûreté? Fuyez le froid vers le sud et transportez l'enfant vers les hauts sommets tibétains. D'autres là-bas vous aideront. Le vieil homme avait confirmé mes craintes les plus grandes. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Hélène. Il fallait que je lui explique. Il fallait que je lui raconte tout. Non, pas tout, elle ne m'aurait jamais cru. Il fallait que je lui raconte la version réaliste des faits. Une fois arrivée chez moi, elle m'attendait devant l'entrée. Je lui ai tout raconté, enfin juste la version réaliste. Au début, elle n'a pas voulu me croire. Elle ne voulait pas me croire, elle ne pouvait pas me croire. Elle niait avec des réponses logiques alors qu'on était là, face à une situation illogique et qu'il fallait qu'elle fasse preuve d'imagination. Elle n'a pas pu. Enfin, ce qu'elle m'a dit, c'était... Oula, Andrew. Tu sais que je tiens vraiment à toi, mais là tu commences à me faire peur. Vraiment peur. Tu sais très bien que rien de terrible va arriver si le foyer garde la petite. On le sait tous les deux. C'est pas un clodo que t'as rencontré à 3h du matin dans les bas-fonds de la ville qui va décider de si tu vas commettre ou pas un crime. On va pas enlever une gamine parce qu'un vieillard sénile l'a préconisé. Assieds-toi 10 minutes et réfléchis à ce que t'es en train de me dire. Je devais la retrouver coûte que coûte. L'aspect incongru des événements de ces dernières heures n'altérait en rien le sentiment profond qui m'habitait, et qu'apporte Hélène et sa vision obtuse des choses. Elle comprendrait bien assez tôt son erreur si je n'avais pas cherché l'enfant au plus vite. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais avoir besoin de ma voiture. Cet hiver est déprimant. Pas que je me plaigne de la baisse de la criminalité due au froid, mais franchement, on s'ennuie dans ce vieux commissariat. Mes vêtements puent le café et le tabac, tout le monde est rentré, et voilà, c'est moi qu'on appelle pour les gardes de nuit. Pas que j'ai grand chose de mieux à faire, mais je donnerais cher pour être trop chaud à la maison. Commissaire, on vient de me signaler qu'un individu recherchait la gamine qu'on nous a amenée hier. Ok, restez près du téléphone au cas où le foyer pour enfants nous appellerait, postez 2 voitures de police aux alentours, et surtout soyez vigilants. Voilà ce qui se passe en hiver. Des enfants perdus. C'est vraiment pas pour ça que j'ai intégré Force de l'ordre. Mais c'est vrai que quelque chose m'avait semblé ne pas coller en examinant son dossier. Le gars qui avait fait la déposition avait l'air totalement paumé. Maggie, passe-moi la déposition du type qui nous a rapporté la petite ce matin, et une retranscription écrite du coup de fil qu'on vient de recevoir. 5 minutes pour envoyer un mail. On peut dire qu'il se presse pas passer minuit, hein. Mais c'est en lisant qu'on comprend. Le type qui nous l'a amené a dit que les parents de la gamine étaient morts pendant le gel. Mais la petite, nous, on la connaissait. Elle était dans nos bases de données. C'était le portrait craché de la gamine dont les parents ont été assassinés. Je me souviens de ce meurtre, d'une sauvagerie surnaturelle. On l'avait tous présumé mort jusqu'à tout à l'heure. Mais c'est le foyer qui nous a fait remarquer la ressemblance. Et on est censé l'interroger demain ? Je vais encore devoir passer des coups de fil, moi. En arrivant devant le foyer pour enfants, je fis un sourire inquiet au gardien. Bonjour, ma nièce a disparu il y a quelques jours, et j'ai reçu un coup de fil du commissaire Hawkins, m'informant qu'elle se trouvait ici. Voici mes papiers d'identité et tout ce dont vous aurez besoin pour m'identifier. Le concierge n'a pris même pas la peine de regarder mes papiers, et c'était ce sur quoi je comptais. Je fis rouler ma voiture jusque devant la porte de la petite bâtisse et la garer face à la sortie. J'expliquai de nouveau la situation à la garde de nuit. Vous venez pour Joan ? Elle est là-bas, dans la salle C. Mais vous ne pourrez pas l'emporter avec vous, hein, parce que des policiers nous ont appelés et ils veulent l'interroger. Au fait, cette fille est très bizarre. Des membres de la sécurité vous accompagneront. C'est vrai que nous devons prendre beaucoup de précautions ces temps-ci. Très bien. Je veux juste m'assurer qu'elle n'a pas été blessée et qu'elle est en bonne santé et en sécurité. Il fallait d'abord vérifier qu'elle ne dormait pas. Mais je savais qu'elle serait parfaitement réveillée. Au-delà, j'avais même le sentiment qu'elle m'attendait. Lorsque la surveillante de son dortoir me l'amena en pyjama, en la tenant par la main, je me sentis enfin serein. J'étais certain que le plan que j'avais élaboré allait marcher. De toute façon, il ne pouvait que marcher. « Belle, tu vas bien ?» Immédiatement, la petite est rentrée dans mon jeu. Sans être capable de me nommer, elle me fit un sourire adorable et sauta dans mes bras. Il ne fut pas difficile, après quelques pas en direction de la porte, fait en la compagnie des directeurs du foyer, de poser June, et prétextant un malaise, d'assommer nos 2 membres de notre escorte. Nous courions jusqu'à la voiture. Jamais les secondes ne m'ont semblé passer aussi vite. Je ne pris même pas la peine d'attacher nos ceintures, tandis que le rugissement de mon moteur remplissait l'air hivernal sur notre passage.
Madame, le foyer vient de m'appeler, ils ont plus la petite. Apparemment, un homme l'a enlevé, type caucasien, brun, 1m80. J'ai mis toutes les équipes sur le coup. Bloquez tout le périmètre autour du foyer pour enfants. Et je défends à quiconque de passer à moins de 500 mètres de cette bâtisse sans être fouillé et examiné scrupuleusement. On risque d'avoir un problème, les gars. Dis-moi, où est-ce qu'on va maintenant? Maintenant, nous allons rouler vers le sud. Nous nous reposerons quelques jours en Floride. Je savais qu'elle comprenait parfaitement, au fond d'elle, qu'il était primordial que nous soyons réunis. Il n'était peut-être pas encore temps de lui expliquer qu'arrivés en Floride, ni elle ni moi ne serions plus les mêmes. Que nous quitterions notre pays d'origine pour commencer une toute nouvelle vie, où elle serait ma fille, et où elle pourrait tenir ce rôle impérieux pour lequel elle avait été choisie. Une certaine Hélène Jeden nous a appelés, en nous indiquant une adresse. L'adresse d'une vieille maison, le 220 de la 134e. Mais là-bas, nous avons fait la découverte d'immondes hôtels de rituels, d'objets occultes, et parmi ceux-ci, un poignard, qui, selon nos légistes, serait l'arme du crime utilisée pour le meurtre des parents de la petite June. Mais l'occupant avait disparu. Décidément, je sens que cette affaire va prendre un tournant épouvantable. Des palmiers pour Noël? Alors ça, c'est vraiment nul. Je riais. On n'entendait que le bruit caractéristique de la route enneigée sous les pneus de la voiture. Le soleil prêt à se lever teintait déjà le ciel de nuances rosées et grises lorsque, curieux, je demandai. Et plus tard, alors, tu as une idée de ce que tu voudrais faire? Je voudrais étudier les phénomènes météorologiques. Quand je regarde le ciel, je ressens des choses.